Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du secteur des télécoms et des enjeux de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, je me présente succinctement, Jean-Luc Prévost, plus de 10 ans d'expérience en charge de notre activité télécom au sein d'Artefact. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Armelle Delaménière. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, merci Jean-Louis. Armelle Delaménière, Senior Manager, en charge donc de l'accompagnement des directions data, IA sur leurs sujets de relations clients et marketing. Aujourd'hui, le secteur des télécoms est dans un tournant. On a plusieurs trends qui arrivent en parallèle, c'est-à-dire d'un côté, on a les opérateurs télécoms, surtout en Europe et notamment en France, qui commencent à bénéficier des investissements, des lourds investissements qu'ils ont fait sur la fibre, sur le déploiement de la fibre et le mobile. D'un autre côté, on a un marché qui est très concurrentiel et avec une faible capacité de différenciation. Donc, ce qu'on doit savoir quand même, c'est que les opérateurs télécoms sont des acteurs qui sont data rich. Ce que ça veut dire que ça fait plus de 20-30 ans qu'ils accumulent de la donnée sur leurs clients à travers leur réseau et qu'ils ont déjà commencé à capitaliser sur cette donnée. Maintenant, il y a un enjeu d'aller plus loin avec l'émergence des technologies telles que l'IA, les IA génératives et l'agentique. Et donc, il y a tout un tas d'opportunités pour ces acteurs de se transformer grâce à cette technologie-là et de remettre le client au centre du jeu en améliorant la qualité de service, que ce soit au travers des actifs physiques, que ce soit le réseau, mais aussi au travers des interactions que les opérateurs ont avec ses clients. D'un autre côté, il y a une capacité de se différencier à travers d'autres offres autour de la connectivité, tout en gardant en compte cet aspect concurrentiel. Donc on voit 3 domaines où les opérateurs télécoms peuvent bénéficier de la data et l'intelligence artificielle. 1. La relation client, 2. Le marketing, et 3. Tout ce qui est réseau et intervention. Armelle, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur le domaine de la relation client? Alors, tout d'abord, pour mettre un peu de contexte, il faut savoir que l'industrie des télécoms est une industrie avec beaucoup d'interactions clients. C'est-à-dire que les clients vont beaucoup interagir via chat, via appel, en boutique, et c'est donc un enjeu très fort pour les opérateurs télécoms de bénéficier en fait d'interactions qui soient les plus personnalisées possibles. Donc les acteurs des télécoms ont donc un enjeu stratégique à adresser ses clients avec davantage de personnalisation, personnalité. Et donc pour ça, en fait, l'IA et l'IAGEN vont apporter différentes opportunités. La première opportunité qu'on va trouver, c'est l'automatisation du traitement des demandes simples. On veut éviter que le conseiller traite toutes les demandes et que ces demandes soient traitées via des bots. Alors les bots sont existants, on en a déjà vu certains, des bots NLU, des bots assez classiques, mais qui avaient un faible taux de réponse et qui étaient très complexes à maintenir. Maintenant, avec l'IAGEN, on peut aller plus loin. On a davantage de maturité avec davantage, on va dire, d'empathie et de réactivité dans les conversations, ce qui rend le traitement client pour ces demandes beaucoup plus self-care et qui évite au conseiller de traiter toutes ces demandes. Une fois que ces demandes simples sont traitées, on va assigner au conseiller les demandes les plus complexes. Comment on va faire? On va mettre en place ce qu'on appelle du smart routing via un orchestrateur NBO-NBA qui va comprendre quelles sont les demandes les plus complexes ou à plus fort potentiel et va les transmettre au conseiller. Ce conseiller, lui, on va lui donner différents outils. Qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de faire 3 choses. Déjà, de pouvoir centraliser l'ensemble des informations dans les outils. 2, travailler à des recommandations pour que le conseiller soit davantage pertinent. Et le 3e point, l'automatisation des tâches. Cette visibilité qu'on va donner au conseiller pour optimiser sa durée moyenne de traitement, on va pouvoir aller davantage chercher de la personnalisation derrière. Et cette personnalisation qu'on va aller chercher, elle va nous permettre quoi? De fournir des recommandations beaucoup plus impactantes
avec des offres beaucoup plus adaptées, ce qui va faire que derrière, le client va se sentir mieux conseillé et en fonction de son niveau d'engagement, on va pouvoir essayer d'aller lui chercher des offres dans une logique d'upsell, cross-sell. Dernier point très intéressant que va apporter l'IA, c'est qu'on va pouvoir générer des insights. Ces insights, en fait, tout au long du parcours client qu'on a étudié et donc revalorisé de bout en bout grâce à l'IA et l'IAGène, on va essayer de le comprendre plus précisément via l'IA pour pouvoir optimiser la satisfaction client. Alors, c'est super, on a plein d'opportunités avec l'IA et l'IAGène, mais il faut prendre en compte aussi quelques risques. Alors, le premier risque, ça peut être un peu l'effet déceptif qu'on peut avoir avec les bots. Les bots, s'ils sont mal configurés ou s'ils ont des parcours complexes, sont difficiles à utiliser et ce qui peut entraîner une expérience dégradée avec le client. Le deuxième point intéressant en termes de risque, c'est que on va se retrouver dans une situation où le client n'interagit plus avec un humain. Et cette perte de la relation humaine est parfois complexe d'un point de vue client et doit être adaptée. On a également des données qui sont utilisées dans nos différents modèles. Et ces données, on doit faire attention à tout ce qui est lié à la sécurité et à la conformité des données exploitées. Aujourd'hui, on a des exigences à appliquer d'un point de vue RGPD et elles sont parfois complexes. Je dirais quand même pour terminer que toutes ces technologies liées à l'IA, elles évoluent très rapidement. Et donc pour cela, il faut bien faire attention, c'est que ces technologies évoluant, ça va nécessiter du temps, des personnes et surtout en fait une mise à jour constante de la technologie, de la compréhension de cette technologie pour pouvoir traiter nos sujets et donc d'être plus efficace dans la relation qu'on a avec nos clients. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, il y a quand même, pour conclure sur ce que tu dis, il y a un vrai sujet de montée en compétence des collaborateurs. Alors, je rebondis sur un point qui est assez intéressant par rapport à ce que tu disais, c'est cette opportunité de faire de l'upsell et du cross-sell grâce aux canaux de relations clients. Il y a quand même un enjeu, je dirais, plus global sur le marketing. Sur la partie marketing, c'est-à-dire sur l'optimisation et donc la planification de nos budgets marketing, et puis après, dans un deuxième temps, la partie actionnabilité. Donc, comme tu le disais, comment on arrive à mieux targeter nos clients. Alors, donc, dans cette partie planification, ce qui est important à prendre en considération, c'est que les opérateurs télécoms ont des budgets très conséquents sur leurs différents canaux marketing. Alors, il y a quand même un gros enjeu de se dire comment on va optimiser nos dépenses marketing sur nos différents canaux, tout en maintenant un niveau de ROI conséquent. Donc ça, il y a cette première question-là, et c'est après la deuxième question, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ça, comment on va actionner de la meilleure manière nos segments et nos clients sur ces différents canaux. Alors là, il y a quand même, par rapport au premier point, il y a aujourd'hui des outils à disposition, ce qu'on appelle dans le jargon le marketing mix modeling, qui permettent d'identifier d'un point de vue budgétaire comment on arrive à optimiser l'allocation de nos dépenses sur nos différents canaux. En fait, ce que vont faire ces outils, c'est qu'ils vont identifier les niveaux de saturation sur un différent canal par rapport à un autre, et donc se dire quels sont les canaux où on surinvestit versus ceux où on sous-investit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cet élément-là, on peut le faire à un niveau budget, mais aussi à un niveau campagne. Donc, c'est-à-dire comment j'alloue mes dépenses sur une campagne de la meilleure manière. Et donc là aussi, il y a des outils, ce qu'on appelle des tests d'incrémentalité, qui vont permettre vraiment d'identifier au sein d'une campagne quelles sont les ventes réalisées par ce canal en question. Donc ça va vraiment permettre, ça va aider les Chief Marketing Officers à mieux planifier leurs dépenses budgétaires. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a une deuxième question, comme je disais auparavant, de se dire, voilà, comment on actionne. Et là, Armel, si tu peux nous en dire plus. Exactement. Donc par rapport à tout ce que tu viens de dire, il faut retenir aussi un point, c'est que le marketing de précision, il a révolutionné l'utilisation de la data pour être davantage centré sur le client. Ça
C'est mis en place comment? C'est mis en place grâce à la mise en place de modèles de segmentation qui vont permettre d'analyser plus finement le comportement des clients et de mettre en place derrière des stratégies adaptées à ces segments qu'on a créés. L'arrivée de l'IA générative, ça a permis aussi d'accélérer sur la personnalisation et la recommandation plus large en prenant en compte une vision globale des besoins clients. Il y a deux types de personnalisation dont je pense qu'il faut tenir compte. La première, c'est la personnalisation d'adressage. Lorsqu'on veut s'adresser au client, on doit faire le choix d'un canal, on doit faire le choix d'une offre ou d'un message. Pour pouvoir le faire, on va utiliser un système de recommandation, j'en parlais précédemment, mais donc ces moteurs de score NBO, NBA qui vont permettre de pouvoir scorer nos clients pour savoir l'appétence à des offres et à des canaux. Une fois qu'on a mis en place ce système de recommandation qui est auto-apprenant, automatisé et qui est multicanaux, on va donc avoir une approche omnicanale qui va permettre, en fonction de l'appétence à une offre et à un canal, et au niveau d'engagement du client, de l'engager d'une façon ou d'une autre. La deuxième personnalisation intéressante à discuter, c'est celle autour du contenu. Aujourd'hui, grâce à l'IAGEN, on va pouvoir construire des campagnes personnalisées, ultra personnalisées même, parce qu'on va descendre au niveau client pour pouvoir l'adresser. Et tout ça, en fait, dans une logique d'optimisation déjà du taux de clic et de conversion. Ces deux approches permettent donc de maximiser le ROI. Je suis d'accord avec toi, Armel. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voit de nos travaux avec des opérateurs télécoms, c'est que quand on arrive à combiner stratégie d'adressage et de personnalisation de contenu, on arrive à avoir des gains conséquents de l'ordre de 5 à 10% de conversion, ce qui est quand même assez important pour les opérateurs télécoms. Maintenant, on va parler de la construction d'actifs pérennes et durables dans le temps qui vont permettre aux opérateurs d'aller chercher des gains au travers de la data et l'intelligence artificielle. Donc le premier élément qui me vient en tête, Armel, c'est toute la partie éthique, et notamment les sujets d'IA éthique au travers, par exemple, de l'IA Act. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Exactement. Alors, tout d'abord, l'IA Act, il met l'accent sur des exigences d'explicabilité, de transparence et de gestion des risques sociaux appliqués au modèle d'IA. Donc, les opérateurs télécoms sont précurseurs un peu sur ces sujets sociaux, car très vraiment portés sur leur responsabilité sociétale. Par contre, l'IA Act va mettre en lumière un cadre beaucoup plus réglementé qui pourrait avoir des conséquences plus fortes en termes de pénalité, et donc il faut le prendre en considération très vite. Comment on le prend en considération ? En considération en mettant un cadre normatif, une gouvernance dédiée et en acculturant, formant les équipes à tous ces concepts et toutes ces règles afin de les appliquer rapidement. Quand je dis rapidement, c'est qu'il faut retenir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on traite des cas d'usage IA, IAGEN, et ces cas d'usage, il faut que dès la phase de cadrage et de développement, une documentation technique, par exemple, soit mise en place avec des règles précises, des décisions notées et tracées pour éviter en fait une forme de rattrapage qu'il pourrait y avoir sur ces cas d'usage s'ils sont développés trop vite. Un dernier point, je pense important, c'est que les technologies évoluant rapidement, le cadre réglementaire, lui, va évoluer aussi. Et donc, il faut bien prendre en considération que ces évolutions technologiques vont avoir des impacts réglementaires et qu'il faut les prendre en considération au fur et à mesure pour éviter de se retrouver dans cette boucle rétroactive, donc de problématiques liées à l'utilisation de données sensibles, etc. Merci Camille d'être parmi nous pour nous parler des télécoms et notamment sur les domaines de l'intervention et du réseau. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, bonjour à tous, Camille Brissot, Senior Manager chez Artefact. Je travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de transformation data IA des télécoms et notamment dans les directions de l'intervention et du réseau. Alors, on a parlé avec Armel des sujets de relations clients. Ce qu'on peut se dire quand même, c'est que pour améliorer la relation client,
un des forts moyens à disposition, c'est quand même d'améliorer la qualité des interventions et notamment aussi la qualité de service sur le réseau. Alors, Camille, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur comment la data et l'intelligence artificielle peuvent t'aider? Exactement. Donc on voit qu'il y a un travail conséquent qui a été réalisé jusque-là pour déployer massivement le nombre de clients à la fibre. Pour autant, il y a encore beaucoup de frustration chez certains clients parce que certaines interventions peuvent prendre un délai beaucoup trop long. On le voit par exemple parce que les techniciens, quand ils viennent pour intervenir, ils trouvent pas l'adresse du client, il y a des problèmes de qualité de réseau, donc ils savent pas où est l'adresse du client. Les équipements réseau sur lesquels ils doivent intervenir sont parfois dans des états très critiques, peut-être que vous l'avez déjà vu. Et donc, forcément, le technicien ne peut pas raccorder. Et s'il y arrive, parfois, il arrive qu'il déconnecte le voisin qui était raccordé. Donc, sur le terrain, justement, il y a beaucoup de problématiques. Et même, on en observe aussi en amont, dès la prise de commande, ça pourrait être optimisé. On voit qu'il y a des rendez-vous qui sont pris, alors qu'il y a des travaux qui vont avoir lieu quelques jours après. Et donc, il faut recommencer de zéro. Donc toutes ces problématiques, elles posent des grands enjeux pour les télécoms pour réussir à tacler les problèmes suivants. Comment est-ce que le technicien peut réussir à raccorder avec succès le client et éviter du coup des réinterventions qui sont très coûteuses? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un parcours sans couture pour le client et ce, dès la prise de commande? Comment est-ce qu'on peut éviter des coûts back-office qui sont très très élevés quand justement il y a des problèmes de réintervention, d'échec ou de gestion du SAV? Et enfin, un peu en parallèle de tout ça, comment est-ce qu'on arrive à bien traduire les informations du terrain dans les différents systèmes d'information? Donc pour cela, ce qui est top, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités qui sont ouvertes avec l'IA, la data et maintenant l'agentique. Donc chez Artefact, on a beaucoup travaillé sur des cas d'usage data IA sur le moment de l'intervention. Donc comment est-ce qu'on peut outiller le technicien avec des outils qui lui permettent d'améliorer son efficacité. On travaille notamment sur un projet de jumeaux numériques pour que le technicien puisse, en temps réel, enfin même en amont de son intervention, visualiser les différents équipements pour qu'il puisse voir un peu leur état et anticiper un plan B si jamais il ne peut pas raccorder sur les équipements réseau. On a travaillé il y a quelques années sur un outil de reconnaissance d'image pour que le technicien puisse, en temps réel cette fois-ci, valider la qualité de son intervention. Et ça, on a observé des super résultats où on passe de 30 à 90% de taux de réussite. Grâce à l'agentique, depuis quelques temps, on réussit à réinventer le métier back-office en équipant du coup ces différents acteurs d'assistants, d'agents en fait d'IA qui permettent en fait de faciliter le traitement des informations qui sont disséminées aujourd'hui dans plein de systèmes d'information et du coup de résoudre de manière beaucoup plus rapide des échecs d'intervention qui aujourd'hui ont encore lieu, on l'a vu. Et ce qui est génial avec l'agentique, c'est qu'en fait on peut l'étendre à plein d'autres métiers et notamment les équipes réseau qui supervisent les équipements et la qualité du coup du réseau des télécoms. Alors je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Camille. Pour les opérateurs télécoms, et notamment sur les sujets d'intervention et de réseau, il y a quand même un gros enjeu autour de la souveraineté de la donnée. Exactement. Donc on l'a vu, je vous parlais d'un cas d'usage qui pouvait aider notamment les superviseurs à maintenir en bonne qualité les infrastructures réseau. C'est des données qui sont très sensibles. Et les télécoms se posent beaucoup de questions du coup sur est-ce qu'il faut migrer ou pas ces données sur des clouds souverains. Donc on le voit, on est dans un contexte géopolitique qui est complexe, la réglementation elle se durcit, donc forcément migrer ces données sur des clouds qui sont opérés par des entreprises étrangères pose souci. Pour autant, il y a des exigences métiers, il y a des besoins, et donc il faut bien trouver une solution. Donc là, il y a toute une réflexion autour de la stack technique qui doit avoir lieu. Comment est-ce que je décide d'utiliser mes données? Est-ce que je le fais sur un cloud on-premise? Parce que ça peut être une solution. Est-ce que j'attends que des clouds souverains mettent en place des solutions qui me permettent d'avoir du coup des infrastructures sécurisées? Pour l'instant, c'est des sujets sur lesquels on travaille de manière assez intense avec nos clients. Et c'est vrai que ça nous amène aussi sur un autre sujet qui est tout ce qui est la data gouvernance. Exactement. La data gouvernance, pour les opérateurs télécoms, c'est quand même le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je le disais en introduction, les opérateurs ont cette chance d'être data rich, ce qui fait qu'ils ont accumulé énormément de données. Ce sont des données qui ont été silotées en fonction des différentes des business units, et ce qui fait que souvent on se retrouve avec des répliques de données qui ont été mises en place sur différents data lakes, ce qui complique énormément tous les sujets d'accélération.
Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des duplicats de données, les acteurs en question qui veulent utiliser la donnée pour leur cas d'usage ne savent pas quelle est la bonne donnée à utiliser, est-ce que celle-ci est de qualité, est-ce qu'elle est bien documentée. Donc il y a un vrai enjeu, si les opérateurs veulent accélérer, de travailler sur ce chantier de data governance. Enjeu qui est encore plus prévalent sur les sujets de migration dans des clouds publics. Pourquoi? Parce que les dépenses peuvent augmenter considérablement quand on stocke des données sur un cloud public. Alors, nous, ce qu'on recommande et ce qu'on voit qui marche sur le marché, c'est ce qu'on appelle le data mesh. Donc, le data mesh, qu'est-ce que ça implique? Ça implique une vraie décentralisation de la donnée. C'est-à-dire qu'on va changer de paradigme. C'est que là où, initialement, la donnée les producteurs, les owners, pardon, de la donnée étaient plutôt côté IT, là, on va changer la balance et on va se dire que c'est au métier, progressivement, de se réapproprier l'ownership de leurs données. Donc, ce qu'il faut mettre en place, nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place des data products. Donc, les data products, c'est de la donnée de qualité, gouvernée, avec un ownership clair. Et donc, nous, ce qu'on croit qui est fondamental, c'est qu'il faut qu'il y ait une double gouvernance, IT et métier, sur la gestion des données. Donc, c'est là où, quand même, on voit qu'il y a un élément qui est très, très important, c'est remettre les métiers au centre du jeu. Exactement. Et du coup, sur la partie télécom, on l'a vu, hein, enfin, en tout cas sur la partie intervention, réseau, on va s'adresser à des métiers qui sont très opérationnels, qui sont très terrain, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des solutions d'IA et de data dans le quotidien. Et donc, un des derniers actifs à mettre en place, c'est vraiment toute la partie acculturation des métiers. On a beau développer et passer du temps à développer les meilleurs use cases possibles, si derrière les métiers ne les utilisent pas, la valeur, elle sera nulle. Donc, il y a un gros enjeu de change management à mettre en place pour acculturer justement les métiers à ces nouveaux outils, leur faire comprendre comment c'est, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec, quels sont les risques aussi. L'IA, ça a des super taux de succès, mais il y a toujours des moments où forcément les métiers ne seront pas d'accord. Donc, comment les éduquer à justement avoir un esprit critique face aux réponses de l'IA, et également comment les aider justement à changer leur manière de travailler. Il y a plein de gestes métiers qui vont disparaître, qui vont être remplacés. Donc pour ça, il faut les accompagner en amont, pendant et après toute la transformation dans la data de l'entreprise. Merci Camille. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de défis au sein du secteur des télécoms sur les sujets de data et d'intelligence artificielle. Et on a hâte de partager avec vous sur ces sujets. Et à très bientôt.